Alors, sans plus tarder, pour la présentation de notre première conférencière, j'invite le professeur Antoine Lutumba N. Taitou, directeur du département des sciences humaines de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui va introduire notre conférencière. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Alors, j'ai le grand plaisir, l'honneur de présenter la première conférencière, qui est Madame Marie Beaulieu. Madame Marie Beaulieu est détentrice d'un doctorat en sciences humaines appliquées. Elle est professeure et chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université de Sherbrooke. Elle est titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Et depuis plus de 25 ans à peu près, tous ses travaux, ce sujet de recherche, portent essentiellement sur la maltraitance, la victimisation et les sentiments de sécurité des personnes aînées. Elle a le souci de travailler avec divers publics afin d'essayer de combler les fossés qui existent entre la recherche, la pratique et la planification des politiques publiques. Préoccupée par l'éthique, Madame Marie Beaulieu préconise des approches qui conjuguent à la fois le respect de l'autodétermination des personnes aînées et les soucis de protection de celles qui en ont besoin. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Marie Beaulieu, professeure à l'Université de Sherbrooke. Alors, bonjour à tout le monde. Et puis, désolé ceux qui sont derrière moi. Malheureusement, je vais vous tourner le dos pour une bonne partie de la présentation pour pouvoir à la fois commenter les diapos qui sont devant moi et aussi échanger avec vous. Alors, je commence à vous dire que c'est un immense plaisir pour moi d'être ici. En fait, un immense plaisir pour au moins 2 raisons. La première, c'est que je crois fermement que c'est souvent à travers les regroupements dans les différentes régions du Québec qu'on fait bouger les choses et que même si je préconise évidemment qu'on a besoin de directives politiques plus globales, je sais que l'action, la vraie action, se passe toujours dans les milieux, donc près des communautés. La deuxième raison, c'est que je remercie aussi beaucoup la Ligue des droits et libertés du Saguenay-Lac-Saint-Jean de m'avoir invité à faire la conférence d'ouverture, parce que faire une conférence d'ouverture, c'est avoir l'occasion un peu de mettre la table, de placer les choses pour la journée. Donc, vous allez voir que je vais faire des clins d'œil à différentes thématiques qui vont être abordées par les conférenciers qui vont se succéder tout au long de la journée. En écoutant M. Blackburn tout à l'heure, il m'est venu une 3e raison pourquoi je suis aussi très heureuse d'être ici. Avec ma collègue Suzanne Garon, nous avons été les premières au Québec à implanter les approches Ville Amie des aînés qui sont devenues par la suite Municipalité Amie des aînés. C'est un programme de l'Organisation mondiale de la santé qui existe depuis 2007. Et le Québec fait vraiment œuvre de pionnier et est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme étant vraiment dans les leaders, étant donné qu'actuellement, on a 177 municipalités au Québec qui ont embarqué dans la démarche Amis des aînés. Et pour moi, une démarche Amis des aînés, c'est une forme de travail collectif qui nous permet donc de faire une forme de prévention de la maltraitance envers les aînés. Alors, sans plus tarder, je plonge dans ma présentation qui s'intitule « Maltraitance envers les personnes aînées en situation de handicap, connaissances, pistes d'action et de recherche ». Oh, ça commence bien mal, ça. Comme ça. 3 parties. Une première partie qui va nous permettre de voir la maltraitance comme sujet de préoccupation sociale, où je vais faire un tour du jardin avec vous. Une seconde où, vraiment de façon plus spécifique, la maltraitance envers les personnes âgées en situation de handicap, en quoi est-ce spécifique? Et une 3e partie sur l'action, la recherche-action et la recherche pour vraiment avoir des jalons qui nous permettent de construire le futur. Donc, la maltraitance, c'est un sujet de préoccupation sociale au Québec depuis de nombreuses années. Pour ceux qui voudraient lire de façon plus en profondeur, j'ai publié l'année dernière un article qui s'appelait «
Contrer la maltraitance et promouvoir la bientraitance des personnes aînées, regard analytique sur les politiques publiques au Québec, où je fais le tour de toute la situation depuis le début. Quand même, pour les besoins de la conférence aujourd'hui, j'ai vraiment choisi de me ramener sur 4 moments qui m'apparaissent charnières, en étant consciente que j'en oublie quelques-uns, mais il fallait vraiment que je mette l'accent sur des moments spécifiques. Premièrement, la première fois où on commence à parler de violence envers les personnes âgées au Québec, c'est un colloque qui était organisé par le ministère de la Justice, où ils se promenaient dans chacune des régions et on produisait des rapports régionaux sur la violence. Et tout d'un coup, dans une des régions, on a dit « mais il ne faudrait pas oublier la violence envers les aînés ». C'était la première fois où c'était donc consigné. C'était consigné dans le rapport, mais fait étonnant, il n'y avait aucune des recommandations à la fin du rapport qui traitait des personnes âgées. Donc, vous voyez, on commençait à le reconnaître, mais en même temps, on se disait pas encore qu'on était prêt à agir. Il y a eu en 87-88 un comité provincial sur les abus envers les aînés qui était dirigé par Santé Services sociaux. Un rapport publié donc en 89 qui s'appelle « Vieillir en toute liberté ». Ce qui est fascinant de ce rapport-là, c'est qu'il a 22 ans, mais il a gardé toute sa fraîcheur. Il y a plusieurs recommandations dans ce rapport-là qui mériteraient encore aujourd'hui d'être mises en application. Souvent, les gens me demandent mais pourquoi ça n'a pas bougé plus vite. Il faut revoir qu'en 89, on avait un contexte politique particulier. Peu longtemps après la sortie du rapport, il y a eu des élections et le parti au pouvoir a changé. Donc, à ce moment-là, malheureusement, ce rapport-là a peut-être été un peu moins connu qu'il aurait dû l'être. Quand même, en 92, à travers un nouveau rapport des ministères, on a vers un nouvel équilibre des âges, où encore une fois, on nous dit la maltraitance, c'est important, il faut s'en préoccuper. Et pour moi, un des grands moments charnières, puis on en entendra plus parler aujourd'hui, c'est entre 1999 et 2002, où vraiment il y a eu quand même toute une revision autour de l'article 48 de la Charte des droits et libertés du Québec, qui concerne spécifiquement l'exploitation des personnes âgées et handicapées. Ce qui est intéressant de savoir, et ça nous sera rappelé aujourd'hui, c'est que cet article-là est inscrit dans la Charte depuis 1976. Donc, encore ici, on peut penser que le Québec faisait œuvre de pionnier parce qu'on avait quand même pensé à de la protection, mais de la protection à l'intérieur d'une Charte des droits et libertés, ce qui n'est pas du tout une façon de fonctionner dans les autres provinces canadiennes. Il y a quand même eu plusieurs actions et plusieurs voix au Québec sur le terrain. Il ne faudrait pas penser que si rien passé dans l'action, ce serait vraiment une erreur. En fait, il y a beaucoup de praticiens dans des services publics d'économie sociale. Il y a beaucoup d'associations d'aînés, qu'elles soient spécialisées en maltraitance ou non. Il y a aussi des regroupements ou des associations de victimes. Il y a des chercheurs, parce qu'on a recensé plus de 50 articles scientifiques depuis le début des années 80, et d'autres qui ont vraiment dit qu'il y a urgence de s'intéresser à la maltraitance envers les aînés. Donc, ce qu'on avait, c'est plusieurs actions qui étaient souvent morcelées, qui n'étaient pas en dialogue les unes avec les autres. En mars 2008, Mme Blais sort un rapport de consultation. Elle a fait à ce moment-là, en fait en 87, après avoir été nommée, elle avait fait une vaste tournée provinciale. Elle est allée dans chacune des régions pour discuter des conditions de vie des aînés. Et dans le rapport qui sort donc suite à cette consultation-là, qui s'appelle « Préparons l'avenir avec nos aînés », si des gens veulent ce rapport-là, on peut aller le chercher gratuitement sur le site Internet du secrétariat aux aînés. Il y avait une citation qui, moi, me parle beaucoup. C'est une citation qui nous vient d'un aîné qui dit « Les cas d'abus, les gens sont gênés d'en parler. On se culpabilise, on pense que c'est de notre faute. Ça prend beaucoup pour aller chercher de l'aide. On ne veut pas que tout le monde sache qu'on vit ces problèmes-là. » Donc, pour moi, cette citation-là, elle est prenante parce que ça montre tout le fardeau qu'ont les victimes de maltraitance, le fardeau de ne pas vouloir dévoiler, surtout le fardeau de ne pas vouloir être jugé. Donc, oui, les gens veulent de l'aide, mais en même temps, une difficulté à aller la chercher. Donc, ça nous rappelle à nous qui sommes dans l'entourage de ces gens-là de toujours garder une certaine vigilance. Dans le rapport, on nous demandait déjà un certain nombre d'améliorations. Donc, ce qui était suggéré, c'était 7 éléments. Qu'on brise enfin le silence sur les situations d'abus et de maltraitance, qu'on change les mentalités pour mieux dépister les situations potentielles d'abus et de maltraitance, qu'on sache mieux connaître les situations d'abus et de maltraitance. L'autre point qui, pour moi, est crucial, c'est qu'un suivi est fait après le dépistage, parce que vous savez comme moi que dépister une situation, si on n'offre rien, la personne reste prise avec sa situation.
On voulait aussi des règles plus strictes pour les procurations bancaires et les décaissements de fonds importants, donc une attention très particulière à une forme de maltraitance ici, qui est celle de type financier. Une attention plus particulière aux aînés vivant dans des résidences. Et vous savez comme moi que l'actualité a donné raison à ce rapport-là parce qu'au cours des derniers mois, Dieu sait qu'on a entendu beaucoup de choses sur les aînés vivant dans différentes résidences, que ce soit dans du privé ou du public. Et le dernier point qui m'avait quand même un peu surpris, qui était une demande de peine plus musclée et un meilleur soutien. Un meilleur soutien, ça ne me surprend pas. C'est les peines plus musclées qui m'ont surpris parce que, dans les faits, il y a très peu de cas de maltraitance envers les aînés qui se rendent devant les tribunaux, sauf peut-être, justement, les cas de maltraitance financière. Mais il faut quand même se rappeler que quand ce rapport-là est sorti, on était en pleine crise de Norbourg et il y avait quand même beaucoup de personnes âgées qui avaient perdu complètement leur fonds de pension. Donc, ça nous ramenait à des situations qui étaient quand même catastrophiques. Suite à la publication de ce rapport-là, Mme Blais a pris un engagement, c'est de doter le Québec d'un plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance. Ce n'est pas un projet unique de secrétariat aux aînés ou de Famille et Aînés Québec que j'ai mis au centre, mais c'est bel et bien un partenariat de 13 ministères et organismes gouvernementaux. Donc, si je pars par en bas, sécurité publique, curateur public, justice, santé, services sociaux, éducation, loisirs et sports, culture, communication, conditions féminines, affaires municipales, région, occupation du territoire, immigration, communauté culturelle, secrétariat aux affaires autochtones, société d'habitation, l'Office des personnes handicapées et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. 13 ministères et organismes qui doivent s'entendre pour donner un plan d'action gouvernemental. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais ça veut dire que tout le monde doit être d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce rapport-là. Au départ, le mandat était donné pour avoir un plan dans 6 mois. Ça en a pris 22. Mais 22, quand on a 13 partenaires comme ça, je vous dirais que c'est déjà un exploit. Donc, un rapport qui est sorti le 14 juin dernier, il manque toujours un petit bout, hein, vous avez 4, mais c'est 14, qui s'appelle « Le plan d'action gouvernementale pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 ». Pourquoi le 14 juin? C'est que le 15 juin, au plan international, est reconnu comme la journée de sensibilisation face à la maltraitance envers les aînés. Donc, l'année dernière, c'était l'activité au Québec qui marquait le coup, et la journée du 15, il y a eu toutes sortes d'autres activités qui ont suivi. Dans ce plan-là, il est dit qu'il faut, pour réussir à changer des choses, il faut regarder en fait 2 caractéristiques à considérer et un continuum à renforcer. Les 2 caractéristiques sont la méconnaissance du phénomène de la maltraitance. Alors, vous allez voir tantôt qu'on a beaucoup de connaissances, mais moi, j'appelle ça comme une courte pointe dont les morceaux ne sont pas bien attachés ensemble. Et la deuxième chose, et la plus importante, c'est la complexité du phénomène de la maltraitance. On ne peut pas regarder ça comme étant des situations noir-blanc. En fait, c'est très rarement noir-blanc. C'est toutes sortes de teintes de gris dans lesquelles on se retrouve, avec des choses qui vont vraiment nous interpeller, parce qu'à un moment donné, ça demande à des intervenants d'exercer un jugement clinique. Le continuum à renforcer, pour moi, c'est aussi la pierre angulaire de tout ce qu'on est en train de faire au Québec. C'est qu'il y a des services, mais pour l'instant, la communication entre les différents services pouvait faire défaut, dans certaines régions plus que d'autres. Donc, il y a vraiment un intérêt pour que santé, services sociaux, les organismes communautaires, la police, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, etc., travaillent encore plus en concertation, parce que souvent, on se rend compte qu'il y a des situations qui sont connues par différents acteurs, mais ils n'ont pas pu travailler ensemble pour toutes sortes de raisons. Les grandes actions. Alors, le plan d'action prévoit 4 grandes actions. La campagne de sensibilisation elle a été lancée à l'automne dernier. Vous avez dû la voir. C'était Yvon Deschamps qui faisait la publicité. Et c'est une campagne de sensibilisation dans un message qui se veut tout simplement de dire la maltraitance, ça existe. Et ce qui serait vraiment dérangeant, c'est qu'on fasse comme si elle n'existait pas. Et ça finissait par aimons, soutenons, agissons.
Hein? Donc, c'est vraiment une responsabilité collective. Aimons, soutenons, agissons. On est tous interpellés. Et il y avait un numéro de téléphone au bas de l'écran. Donc, c'est la 3e mesure, qui est une nouvelle ligne téléphonique provinciale. Il y en avait déjà eu une qui était opérée par des bénévoles. Là, on a une ligne qui est vraiment opérée par des professionnels. La campagne de sensibilisation a été stratégiquement lancée dimanche soir, le 3 octobre, dans le cadre de l'émission « Tout le monde en parle », parce que c'est les plus grosses cotes d'écoute. Alors, ils avaient prévu qu'il y aurait en moyenne 8 appels téléphoniques par jour à la ligne. Et ce que je peux vous dire de source sûre des derniers chiffres, c'est qu'ils ont une moyenne de 22 appels par jour. Donc, presque 3 fois plus que ce qu'ils avaient estimé. Ça veut donc dire qu'on avait besoin de ce genre de ligne-là. La seule semaine, en fait, depuis le début d'opération de la ligne, où ils ont eu une moyenne de 8 appels par jour, c'est la semaine entre Noël et le jour de l'an, où là, ils ont eu un petit peu moins de fréquence. Le 4e point, c'est la mise en place de coordonnateurs régionaux. C'est quelque chose qui est en train de se faire actuellement. Vous allez voir d'ici un mois à peu près, il va y avoir dans chacune des régions un coordonnateur régional. Donc, il y en aura un pour la grande région ici, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces gens-là vont avoir un mandat très spécifique, c'est justement d'assurer le lien entre les différents organismes. Et je reviens brièvement sur le 2e point, qui est la chaire de recherche en maltraitance, donc chaire de recherche dont je suis la titulaire, et je vais vous en reparler en cours de route. Je finis en vous disant, sur le plan, que... oh là là, là on ne voit plus du tout, j'ai surligné. Je vais vous dire ce que j'ai surligné. Alors, il y avait des engagements des partenaires. Okay? Donc, chacun des ministères ou des organismes s'est engagé à faire quelque chose. Et l'Office des personnes handicapées du Québec s'est engagé, entre autres, à documenter toute la situation des aînés handicapés, donc le lien avec notre congrès d'aujourd'hui, et aussi, dans toute la partie « Connaître ses droits », où l'Office est partenaire avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, le ministère de la Justice et le curateur public pour nous donner des outils d'information, la diffusion d'informations sur les droits, les services, les recours, de mieux informer les gens sur les mécanismes de plainte et de recours, les services et les recours qui sont offerts aussi aux personnes inaptes, des outils de communication et aussi de la participation à des événements publics. Donc, 2 autres sortes d'engagements dans lesquels on voit moins la situation des personnes ayant un handicap, mais quand même qui m'apparaissent importants. Améliorer l'offre de formation, mieux outiller les intervenants, renforcer et étendre des actions afin de mieux contrer la maltraitance et surtout intensifier la concertation. En conclusion de ma première partie, vous comprenez avec moi qu'on a une reconnaissance qui est accrue, et je vous dirais bien juste du phénomène social de la maltraitance envers les personnes aînées. On a un plan de match, autrement dit, avec un plan d'action, ce qu'on n'avait pas avant. On s'en va vers une consolidation puis un renouvellement des pratiques en ne niant pas qu'il y avait déjà plein de pratiques originales qui avaient lieu dans les milieux. Et ce qui est quand même très clair pour moi et rassurant, c'est qu'il y a des actions spécifiques qui sont prévues en lien avec les personnes en situation de handicap. 2e partie maintenant. Parler de maltraitance envers les personnes âgées en situation de handicap, qu'est-ce que ça a de spécifique? Bien, je commencerai par un constat et 2 mises en garde. Premièrement, dans les écrits sur la vulnérabilité, le champ de la maltraitance est éminemment couvert. Autrement dit, parler de maltraitance envers les personnes âgées, c'est parler de vulnérabilité. Et d'emblée, dans les écrits, la petite ligne qui revient toujours, c'est quelqu'un en perte d'autonomie ou en situation de handicap peut être considéré comme étant plus vulnérable. On ne s'arrêtera pas là, vous allez voir, mais c'est comme premier élément. OK? Évidemment, il faut s'entendre sur la notion de handicap. Et je vous dirais, il faut surtout sortir de la représentation souvent très caricaturale qu'on a de la pauvre personne aînée maltraitée par son méchant ou son épuisé aidant pour adopter une approche plus dynamique de la maltraitance. Et je vais vous démontrer que des situations de maltraitance, il y en a vraiment dans différentes formes de dynamique. D'emblée, les gens sont tentés à faire 3 associations qui m'apparaissent dangereuses. Premièrement, c'est de penser que parce que j'avance en âge, donc que mon cadran de l'âge tourne, et ça, s'il y a quelque chose de juste à terre, c'est que chacun d'entre nous, à chaque jour, on est un jour plus vieux que la veille. Hein? Ça, c'est bien certain, ça nous arrive tous. Donc, les gens ont tendance à dire, parce que j'avance en âge, je gagne en vulnérabilité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et pire encore, parce que je gagne en vulnérabilité, je vais être maltraité ou mes risques d'être maltraité sont très grands.
Ça non plus, ce n'est pas toujours vrai. Je pense qu'il y a plein de nuances qu'il faut faire, parce que sinon, on adopte une vision hyper épouvantable, comme quoi être aîné, c'est nécessairement un jour être maltraité, ce qui est loin d'être le cas pour tout un chacun. En fait, j'ai regardé, moi, les définitions de la vulnérabilité dans le champ de la maltraitance, et ce qui est intéressant, j'ai regardé une 60aine de textes qui parlaient de la vulnérabilité pour me rendre compte que, premièrement, les textes rarement vont définir ce qu'est la vulnérabilité, puis quand ils la définissent, il y a toujours un lien avec la situation d'incapacité ou de handicap. Donc, le premier que vous voyez malheureusement pas très bien, c'est caractéristique d'une personne incapable de protéger ses propres droits et son bien-être. Apparaît lorsqu'un adulte souffre de handicap, de maladie ou fait l'expérience de solitude ou encore manque de ressources financières pour bénéficier de soins de santé. Donc, on caractérise tout de suite ici donc la notion de handicap. Le deuxième va à peu près dans le même sens. On nous dit que c'est une personne de 18 ans ou plus qui est ou qui peut être en besoin de recevoir des soins et des services en raison de limitations mentales ou physiques, de son incapacité à prendre soin d'elle-même et qui est incapable de se protéger elle-même des dangers de l'exploitation. Et quand on dit de se protéger, ça veut donc dire ici que ça nous interpelle, parce que si les gens ne sont pas capables de se protéger eux-mêmes, ça prend des gens autour pour être préoccupés par leur protection. Et finalement, troisième définition, l'incapacité de la personne à se protéger de la maltraitance en raison de son âge ou de ses incapacités. Moi, je vous dirais que la troisième, je l'aime moins, parce que la notion d'âge en tant que telle, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein? C'est vraiment plus quand les gens sont en grande perte d'autonomie qu'ils ont plus de difficultés. On peut avoir des gens de 80-85 ans qui sont tout à fait capables de se protéger eux-mêmes. La notion d'handicap, écoutez, je ne vous apprendrai rien, vu que vous êtes déjà tous bien engagés dans la cause. Je pense que la définition de Fougérolas, ce qu'elle a d'intéressant, c'est de toujours bien distinguer les facteurs qu'il appelle intrinsèques, donc liés à la personne, ses déficiences, ses incapacités, des facteurs plus extrinsèques, donc extérieurs, donc qui sont liés aux facteurs environnementaux, aux habitudes de vie. Et ça permet, quand on regarde les deux facteurs, d'aboutir à des accommodements possibles. En d'autres mots, il ne faut jamais regarder juste la vulnérabilité de la personne, mais bien son environnement et le contexte social, parce qu'ils vont vraiment contribuer à sa vulnérabilité. Et quand on regarde ça comme ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que là, on peut passer à du soutien social qui est plus adéquat. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le champ de la maltraitance, c'est exactement la même chose. Si on va au bas de ma diapo, il y a une auteure américaine qui a dit la même chose. Il faut toujours équilibrer entre les facteurs externes, donc l'environnement, qui comprend la personne qui maltraite, et la vulnérabilité de la personne âgée. Je vous ramène au haut de ma diapo juste pour vous dire, tantôt, je vous ai invité à faire attention à ne pas toujours prendre un seul modèle du méchant aidant et de la bonne personne âgée. Pourquoi? C'est que la maltraitance, ça ne se produit pas uniquement dans des situations de dépendance. Hein, des fois, il n'y a pas de dépendance, puis il peut y avoir de la maltraitance. Par moment, la dépendance n'est pas celle qu'on pense. C'est vraiment la personne qui est maltraitante. J'ai une petite coquille, désolée, ce n'est pas maltraitante, c'est maltraitante, qui va éventuellement être dépendante de l'aîné. Ça peut se passer au sein de couples, mais aussi d'enfants adultes. Par exemple, une personne d'une quarantaine d'années qui retourne vivre chez papa-maman, qui peut avoir une problématique soit de santé mentale, de consommation de drogue ou d'alcool, c'est lui qui est dépendant de son parent et c'est lui qui va éventuellement maltraiter. On a des situations de violence conjugale qui vieillissent. Il ne faut pas le nier, ça existe toujours. Malheureusement, la violence conjugale ne prend pas la retraite avec l'âge de la retraite. Il y a tout ce qui se passe en milieu d'hébergement, où là, il faut regarder l'organisation, la gestion des services, il faut regarder la formation, la qualité du personnel, leur encadrement, sont-ils en nombre suffisant, etc. Et aussi les familles, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est hébergé que les familles ne sont plus maltraitantes. Et il y a aussi d'autres scénarios. Quand l'Office des personnes handicapées du Québec a eu le mandat, qui s'est engagé dans le cadre du plan à travailler la situation des aînés en situation de handicap, ils m'ont passé un coup de fil et on a eu une bonne jase. Et la jase, c'était en fait, qu'est-ce qu'on regarde au juste? Parce qu'on peut regarder deux choses complémentaires, mais fortement différentes. Est-ce qu'on regarde les personnes aînées en perte d'autonomie ou ayant développé des incapacités avec l'avance en âge? Ou est-ce qu'on regarde des personnes aînées ayant vécu avec une incapacité de naissance ou survenue au cours de la vie, que ce soit en tant qu'enfant ou adulte? Alors, vous comprenez ici la différence entre les deux, parce qu'il y en a un, c'est une situation que l'on vit depuis nombre d'années, alors que l'autre, c'est vraiment une situation qui est vraiment associée au fait de vieillir et perdre son autonomie.
Si on regarde la littérature plus spécifique sur l'avance en âge, on se rend compte qu'on a beaucoup d'informations. Au Québec, c'est dans le champ de la perte d'autonomie. Dans le monde anglo-saxon, c'est dans le champ des incapacités. Et en France, ils sont beaucoup plus directs que nous autres. Eux autres, ils parlent de dépendance. Hein? Alors que chez nous, on n'aime pas trop ça, parler que les gens sont dépendants. Et dans ce temps-là, on va associer autant des pertes physiques, des pertes cognitives, mais aussi tout un regard sur la capacité d'autodétermination. Et je me permets de faire un clin d'œil. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont écouté hier midi à Radio-Canada Les Années-Lumière, qui est une émission de science que j'aime beaucoup. Il n'y a pas personne qui l'a entendu. Si vous avez l'occasion d'aller vous rebrancher sur le site de Radio-Canada, il y avait David Roy, qui est un éthicien. Et il parlait de la commission Mourir dans la dignité. Et c'était fort intéressant parce que justement, la question de la capacité d'autodétermination, ce n'est pas toujours lié à la perte d'autonomie. Il y en a qui n'ont jamais eu de capacité de s'autodéterminer. Ça veut donc dire qu'il faut travailler avec les gens aussi comme ils sont. Il y en a qui ne se sont jamais affirmés de leur vie, il y en a qui ont pris peu de décisions pour toutes sortes de raisons. Donc, il faut toujours inscrire notre action dans le ici et maintenant avec la personne qui est devant moi. Et c'est pour ça, entre autres, que David Roy faisait toute une réflexion sur est-ce qu'on devrait aller vers du suicide assisté, est-ce qu'on devrait aller vers de l'euthanasie, et qui va décider et au nom de quoi. On sait quand même certaines choses importantes concernant les incapacités et les formes de maltraitance. Aux États-Unis, ils ont fait un suivi de 211 clients pendant 35 mois dans une agence APS, c'est Adult Protective Services. C'est vraiment une agence qui a le suivi des personnes maltraitées. Et ils ont été capables d'associer certaines pertes à certaines formes de maltraitance. Donc, dans leur échantillon, 62% des gens qu'ils ont suivis avaient une démence, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est fortement corrélé, ça, avec l'exploitation financière des femmes et la négligence par un proche aidant des femmes. Parmi les gens incontinents, il y en avait 23 dans leur échantillon. Ils disent « Oh, attention, l'incontinence peut mener de façon plus dramatique vers la négligence par un proche aidant, et ce, tant pour les hommes que les femmes. » Au niveau des pertes sensorielles, donc l'audition, la vue, la négligence par un proche aidant, principalement pour les hommes ici. Donc, il y en avait dans 22% des cas. Et finalement, l'abus d'alcool chez les personnes âgées, ça peut vraiment entraîner de la maltraitance de type physique chez les femmes. Donc, tout ça pour vous dire qu'on sait déjà que certaines formes de perte ou à l'autonomie peuvent engendrer de façon plus dramatique certaines formes de maltraitance. Et vous voyez que c'est différent pour les messieurs et les madames. D'où le rappel toujours de travailler avec les deux genres et de travailler aussi dans une approche genrée. On n'aura pas toujours la même approche avec les messieurs que la même approche avec les madames. Même si, statistiquement parlant, on s'entend, il y a tellement plus de femmes âgées qu'on va toujours voir plus les femmes. Mais ça ne veut pas dire que les hommes vivent rien, au contraire. Toujours pour vous donner un exemple sur les pertes cognitives, une autre étude de l'année suivante qui nous disait c'est clair que les individus qui présentent des troubles cognitifs légers et modérés sont plus à risque d'être maltraités, et entre autres chez des gens qui ont des pertes cognitives plus sévères, il y a même des risques de restrictions physiques et de blessures inexpliquées. Donc, on a fait quand même plusieurs liens. L'incapacité de naissance ou survenue au cours de la vie. Alors là, j'ai eu tout un défi parce que je vais vous dire, il y a très peu de travaux. Alors, je pense que le colloque d'aujourd'hui est bien novateur si on regarde ça sous cet angle-là. Je m'excuse, je vous ai mis une référence en anglais parce que j'en ai pas trouvé en français, mais j'ai trouvé que cet article-là était très bien fait. S'il y en a parmi vous qui ont envie de lire sur le sujet, si je vous traduis le titre, c'est Maltraitance, négligence, exploitation. Considération dans un contexte de vieillissement avec une incapacité qui a été là tout au long de la vie. Okay? Alors, ce qu'on nous dit, et c'est intéressant d'emblée, c'est de dire qu'on se rend compte qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie des personnes qui est souvent attribuable à la longévité de leurs parents qui sont proches aidants, tout comme aux interventions médicales et pharmaceutiques. Et l'exemple qu'on nous donne, c'est le syndrome de Downs. En 1983, l'espérance de vie de ces gens-là était de 25 ans. En 1997, on était rendu à 49 ans. 97, là, ça fait déjà 14 ans. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à quoi comme espérance de vie? Donc, ces gens-là vivent beaucoup plus vieux qu'avant. On se rend compte aussi que ceux qui ont atteint l'âge de 50, 60, 70 ans sont souvent les moins atteints parce que les autres sont décédés.
Mais ce que ça pose comme nouveau défi, c'est un contexte de ce qu'on appelle 2 générations gériatriques. C'est que les gens avec des incapacités tout au long de la vie, normalement, vieillissent plus vite que les autres. Et si c'est leurs parents vieillissants qui en prennent charge, tout d'un coup, on se retrouve avec une combinaison où tout le monde est assez âgé. En plus, on se rend compte que souvent, les familles vont travailler avec peu ou pas de soutien. Ils ont pris soin tout au long de la vie, puis ils vont continuer. Donc, les services en vieillissement ou même les services pour des personnes ayant des incapacités, ils ne les utilisent pas beaucoup. Ce qui va nous amener à dire que la maltraitance envers des enfants ou des adultes qui ont vécu avec une incapacité tout au long de leur vie est vraiment sous-rapportée, et c'est pire chez les aînés. Et là, j'ai retrouvé 2 séries de chiffres qui datent de 92. Vous pourrez me dire que c'est un peu vieux, mais je n'en avais pas des plus récents. C'était dans toujours mon article de mes gens de 2010. Alors, ce qu'il nous disait, c'est que 40 des gens qui ont un handicap intellectuel moyen ne rapportent pas leur victimisation, puis 70 des gens qui ont un handicap intellectuel plus sévère ne rapportent pas. Pourquoi? Ils ont peur des répercussions, ils ne veulent pas perdre des services ou ils ne veulent pas être institutionnalisés. En plus, on nous disait que les personnes ayant une incapacité seraient 4 à 10 fois plus vulnérables aux agressions sexuelles que les autres. Alors moi, je vous dis, quand je lis ces chiffres-là, je me dis, oh là là, c'est des chiffres américains, ça fait un peu peur. On n'a pas le pendant canadien, mais si ces chiffres-là s'appliquent chez nous, ça veut dire qu'on a du travail à en faire ensemble pour travailler dans une meilleure perspective de protection. Ce qui caractérise ces gens-là, c'est que souvent, c'est une accumulation de plusieurs formes de maltraitance, plusieurs agresseurs et des incidents répétés sur une longue période. Donc, malheureusement, la victimisation, ça s'inscrit dans un parcours de vie. Les gens peuvent avoir des soins de santé qui sont inadéquats, inappropriés. Puis en plus, les professionnels de la santé ou les autres auprès d'eux, peut-être ne reconnaissent pas bien ou ne répondent pas à la maltraitance. Des fois, ils ignorent, ils ne comprennent pas ou ils interprètent mal les symptômes de la maltraitance. Ils peuvent faire un usage inapproprié de traitements de médication. Ils ne vont pas non plus être sensibles ou reconnaître les comportements inappropriés quand c'est des proches aidants. Et puis encore, ils peuvent être plus empathiques aux proches aidants qu'à la situation de la victime. Tout ça pour vous dire que c'est une cascade d'injustices. Il y a de la maltraitance, il y a une non-reconnaissance du caractère inacceptable de la maltraitance. Souvent, nos gens qui ont des incapacités sont incapables de dénoncer. S'ils le font, ils ont peur d'être incompris ou non crus. Ça va nous amener à des situations qui sont peu investiguées. Les gens dans l'article parlaient de pas de thérapie. Moi, je vous dirais pas de soutien. On n'est pas toujours dans une approche de thérapie. Ou quand il y en a, elle est inappropriée. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès et qu'il n'y aura pas de jugement. Ça veut dire que, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont non reconnues. L'intervention qu'on devrait faire n'a pas lieu. Je conclus ma 2e partie, et après ça, vous allez voir la 3e partie. Je vais vraiment ouvrir avec vous, parce que après ça, je vais laisser la parole au prochain conférencier. Donc, on se rend compte que la maltraitance, c'est très associé à la question de la vulnérabilité. En situation de handicap, la vulnérabilité est accrue. Ce serait une erreur de ne pas analyser à la fois les facteurs de risque, donc tout l'environnement, et la vulnérabilité de la personne, parce qu'on peut avoir une personne très vulnérable qui ne sera jamais maltraitée si son entourage est adéquat. La maltraitance et l'âge avancé, c'est très étudié. Je vous ai montré des corrélations, entre autres, concernant les pertes cognitives sévères. Par contre, la maltraitance en situation de longue incapacité, c'est fort peu documenté. 3e partie. En termes d'action, je vous dirais, on a 2 actions gouvernementales à venir. Je vous les ai présentées tout à l'heure. Moi, il y a près de 20 ans, j'ai travaillé avec une équipe de 3 pistoles, une équipe justement de personnes ayant des incapacités, à faire un guide, un dépliant pour présenter la maltraitance qu'ils peuvent subir. Je serais curieuse de savoir où c'est rendu aujourd'hui. Et je me dis une chose, si on pouvait influencer, entre autres, le travail, je vous disais tout à l'heure qu'il va y avoir des nouveaux coordonnateurs régionaux au Québec dans le plan d'action maltraitance, puisque je vais travailler de près avec les coordonnateurs régionaux, vous pouvez être certain que je vais leur demander d'être sensibles dans les pratiques dans chacune des régions, de voir jusqu'à quel point on tient compte ou pas de la situation de personnes en handicap. En termes de recherche, moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse documenter les pratiques de prévention auprès des personnes ayant des incapacités. J'aimerais ça aussi voir beaucoup comment, dans la recherche de cas, ce qu'on appelle dans le langage commun le dépistage, on peut porter une attention encore plus particulière aux dynamiques lorsqu'il y a une vulnérabilité accrue par une incapacité. Et ça, on peut l'infuser. C'est ça la beauté de la recherche-action, c'est qu'on peut demander aux gens justement de le regarder.
Et je pose une question, et s'il y a du monde dans la salle qui a envie de me répondre, ça me ferait plaisir. Puisque j'ai une chaire de recherche, je peux initier des projets de recherche, mais j'aime ça les initier en partenariat avec des milieux. Alors, si vous connaissez une association de personnes ayant des incapacités de longue date qui est intéressée par une étude exploratoire auprès de leurs membres, en particulier des personnes en situation de handicap, moi, je serais très intéressée à travailler avec vous pour qu'on documente la situation au Québec. En termes de recherche plus générale, une bonne recension des écrits, ça presse qu'on ait vraiment quelque chose de plus solide. De passer à un suivi longitudinal avec une évaluation géronto-gériatrique. Tantôt, je vous parlais de l'étude très sérieuse qui avait lieu en 2005. Eux, ils ont fait un suivi de cas pendant 35 mois. Si on était capable de faire des suivis de cas pendant si longtemps au Québec, on trouverait des choses aussi. Et mon dernier point, c'est on a une étudiante à l'Université de Sherbrooke qui a fait un mémoire de maîtrise, qui a ouvert la porte sur beaucoup de choses. C'est les parents d'un enfant ayant des incapacités qui sont devenus vieux. Et c'est très beau parce qu'elle est allée interviewer les parents. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es rendu à 70, 75 ans et que ton enfant handicapé a 50 ans et que toi, tu sais qu'éventuellement, tu vas mourir, mais tu l'as gardé à la maison tout le temps. Comment tu prépares la transition? Toute l'inquiétude de ces gens-là, c'était hyper touchant. Alors, écoutez, je sais qu'aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs de ces points-là. Vous avez des intervenants qui vont présenter la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, l'OPHQ, Madame Desrosiers qui va nous parler plus de la question des protections des droits. Et je sais aussi que M. Plamondon va aussi, dans un atelier, parler de nouvelles données au Québec sur la maltraitance envers des personnes handicapées, un sondage qu'il a fait en 2007. Alors, je pense qu'on a une très belle journée devant nous. Et comme vous voyez, on a beaucoup de travail à accomplir parce que c'est un sujet qui est novateur et que, finalement, le portrait de la situation au Québec, on commence à peine à le brosser. Merci de votre attention.